Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Above and Below, les royaumes du dessous. Un jeu créé et illustré par Ryan Laukat, édité par Lucky Duck Games pour 2 à 4 joueurs de 13 ans et plus et des parties de 90 minutes environ. Un très beau jeu et il nous gratifie déjà d'une introduction, d'une explication du scénario avec des illustrations magnifiques. Je vous la fais tout de suite. Les barbares ont saccagé votre dernier village. Vous avez à peine eu le temps de prendre le bébé et votre canne à pêche favorite avant qu'il n'ait commencé à le piller et à le brûler. Vous avez fui ce lieu dans l'obscurité de la nuit et vous avez erré dans un désert cruel, franchissant des sommets gelés et traversant une mer agitée remplie de requins. Alors vous l'avez trouvé, l'emplacement idéal pour construire votre nouvelle maison. Mais dès la construction de la première hutte, vous avez découvert un énorme réseau de cavernes regorgeant de trésors brillants, de ressources rares et d'aventures infinies. Maintenant, vous organisez des expéditions et vous construisez votre village en surface et sous terre. Voici le matériel foisonnant contenu dans cette boîte d'Above and Below, les royaumes du dessous. Alors vous avez des maisons de départ, des maisons avec clés, des maisons étoiles, des grottes, des avant-postes. Là vous avez des potions, du cidre, des pièces d'argent, énormément de marchandises. Vous avez ici des plateaux joueurs, des cubes joueurs, des dés, une carte marqueur premier joueur, un marqueur de manche, et là vous avez les villageois de départ, vous avez les villageois spéciaux, et vous avez les villageois normaux, et vous avez également un plateau réputation et un livre de rencontres. Voilà, ça fait pas mal de choses pour le matériel, et je vous explique tout de suite comment on met tout cela en place. Chaque joueur va recevoir un plateau de joueurs comme celui-ci, 7 pièces en argent, et là vous avez compris que ça vaut 1, même si ce n'est pas marqué dessus. Il va également mettre à droite de son plateau une carte maison de départ, et il va aussi devoir prendre 3 villageois de départ. Alors les villageois de départ, les voilà, je vous ai mis les 12. Chaque joueur devra forcément en prendre un avec une plume, en prendre un avec un marteau, et en prendre un avec les 2 dés 1 et 3. Il prend ceux de son choix. Donc voilà, quand on choisit automatiquement, on va choisir les 3 types obligatoirement, et il place les villageois qu'il a reçus dans sa zone disponible. Donc vous avez 3 zones séparées par ces arbres-là, 1, 2 et 3 zones. Donc la zone disponible, c'est ici. Sachez que si vous faites une partie à 4 joueurs, à ce moment-là, seul le villageois avec le marteau sera en zone disponible. Les 2 autres villageois, au début de la partie, se mettront dans la zone de repos juste à côté. Vous allez ensuite choisir un premier joueur et lui attribuer cette carte premier joueur. Et sachez à ce moment-là que selon le nombre de joueurs, vous aurez des pièces à rajouter. À 2 joueurs, vous aurez une pièce supplémentaire pour le deuxième joueur. À 3 joueurs, vous aurez une pièce supplémentaire pour les joueurs 2 et 3. Et à 4 joueurs, vous aurez une pièce supplémentaire à rajouter pour le 4e joueur. Il vous faudra ensuite faire la mise en place des cartes du jeu. Et pour cela, vous allez mettre les 6 maisons avec étoiles en une rangée. Vous allez mettre 4 maisons avec clés parmi les 9 disponibles en rangée également. Vous allez prendre les maisons standards, en mélanger la pioche et en révéler 4 faces visibles. Et enfin, vous allez prendre les avant-postes, de la même manière les mélanger et en révéler 4 faces visibles également. Vous allez ensuite mettre en place le plateau réputation que voilà, mettre la pioche de villageois à côté et révéler 5 villageois aux 5 emplacements qui sont là. Pensez à mettre un jeton cidre ici, le symbole est indiqué. Également le compteur de manches ici sur la première case des 7, puisqu'il en aura 7 de manches. Chaque joueur choisit une couleur et place son cube ici sur le flambeau de la grotte. Vous allez mettre également les villageois spéciaux ici en face cachée et la pile de cartes grotte en face visible. Il vous faudra aussi faire une réserve avec tout l'argent, le cidre, les potions et les marchandises
du jeu et mettre à disposition les dés pour l'ensemble des joueurs. Et enfin, il vous faudra garder le livre de rencontre à portée de main. Concernant le tour de jeu, eh bien, chaque joueur assigne à tour de rôle une action à un ou plusieurs de ses villageois. Quand un joueur ne veut plus ou ne peut plus réaliser d'action, il passe, et quand tous les joueurs ont passé, la manche se termine. Après 7 manches, la partie prend fin. Sachez que vous aurez un rappel des différentes actions possibles en haut de votre plateau joueur. La première action que vous pouvez réaliser, c'est l'action d'exploration. Comme il est indiqué juste à côté de plus, pour cette action, vous êtes obligé d'utiliser au minimum 2 villageois. L'objectif de cette action sera de trouver un endroit propice à la construction d'avant-poste. Vous allez donc piocher la première carte grotte face visible de la pioche grotte, et vous allez y poser dessus les villageois que vous assignez à l'action exploration, 2 minimum donc, et pas de maximum dans ce choix. Donc pourquoi pas, je vais aller mettre ces 2 villageois dessus. Vous allez ensuite lancer un dé, je vais tricher et le faire atterrir sur la face qui m'intéresse, mais normalement vous le lancez, et cela vous dit quel paragraphe il faut aller lire ici dans le livre de rencontre. Alors sachez que moi je triche, et que je cache le reste surtout, pour ne pas vous spoiler de trop, donc évitez de lire cette partie pendant que je vous explique tout simplement. Vous allez donc lire le paragraphe en entier, enfin non, quand je dis vous, le joueur à gauche du joueur actif sera chargé de le faire, le joueur à gauche du joueur actif, celui qui a réalisé l'action de faire exploration, ne lira surtout pas cela, le joueur à gauche du joueur actif lira le paragraphe qu'il y a là, et puis il lira également les différentes propositions. Il ne lira surtout pas tout ce qui est entre parenthèses, parce que ça, ce sont les récompenses, les bonus associés. Eux, par contre, s'il y en a, devront être lus, mais là, il n'y a pas de bonus associé ici. Le joueur actif, lui, va devoir faire son choix. Par exemple, ici, il fera son choix entre ceci, ou son choix entre ceux-là, les 2 choix qu'il a tout simplement en gras sur cette feuille. Alors, une fois qu'il a fait son choix, eh bien, il va lancer les dés pour chacun de ces villageois qui sont dans l'action. Mais attention, il doit annoncer à chaque fois à l'avance pour quel villageois il lance le dé. Donc, par exemple, je lance pour ce villageois. J'ai fait 3, je le mets dessus, je lance pour ce villageois, là on le savait puisque j'en avais que 2, j'ai fait 1, je le mets dessus. Une fois que cela est fait, ça nous donne un résultat en nombre de lanternes, parce que vous l'avez vu, eh bien ici ce sont des lanternes, donc là aussi en dessous des dés, il y a des lanternes dessinées. Donc là il fallait que je fasse au moins 2 minimum pour avoir droit à une lanterne, j'ai donc une lanterne. Là si je faisais 1 minimum, j'avais une lanterne, à partir de 3 j'en avais 2. Donc ça ne se cumule pas, si je fais 3, je n'ai pas eu la lanterne de là plus les 2 de là, j'ai seulement les 2 en dessous du 3. Et si je fais 4, 5, 6, c'est pareil bien entendu. Donc dans mon cas de figure, j'ai au moins fait 2 ici et au moins fait 1 ici, donc j'additionne 1 plus 1, j'ai 2 lanternes. Alors, je vous remonte un petit peu, mais les objectifs à atteindre, ils étaient là, c'est-à-dire si j'avais voulu faire cette action, il fallait que je fasse 3 ou 6, et si j'avais voulu faire cette action, 4 ou 6. En supposant par exemple que j'ai choisi d'aider la femme, eh bien même pour 3, ça ne fonctionne pas. Je suis en retard. Alors ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles. Soit vous avez une carte de ce type-là avec ce symbole-là. Ça vous autorise un relancer de dés une fois que vous avez lancé tous vos dés et vous êtes obligé d'en garder le résultat. Donc par exemple, je relance celui-ci, et là, waouh, magnifique, j'ai vraiment pas de chance, tant pis pour moi, je suis toujours à 1. Eh bien, c'est parfait, puisque ça me permet de vous dire la deuxième chose que vous pouvez faire pour essayer de réaliser une action. Eh bien, vous allez pouvoir prendre un de vos villageois et l'envoyer en zone blessée, c'est-à-dire cette zone-là avec la croix, à côté, à droite de ces arbres. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je l'envoie en zone blessée. Si vous l'envoyez comme ça, en zone blessée, ça s'appelle l'épuiser, eh bien vous allez avoir une lanterne supplémentaire pour votre exploration. Donc dans ce cas-là, j'ai une lanterne ici, plus une lanterne du villageois que j'ai épuisé. J'ai bien 3 lanternes par exemple. Et donc, avec 3 lanternes, eh bien ça me fait réaliser le bénéfice de... Ici, si j'ai aidé la femme, celui qui est entre parenthèses derrière exploration 3, puisque j'ai réussi à avoir 3. Donc dans ce cas de figure, j'ai réussi une action, j'en tire le bénéfice,
Le villageois qui, lui, n'a pas été épuisé vient ici en zone de repos. S'il n'y avait pas eu de villageois épuisés, tous les villageois qui ont été utilisés venaient en zone de repos. Et je conserve la carte grotte que je mets en dessous, comme ça, de mes habitations. En cas de doute sur la manière de procéder lors d'une rencontre, vous avez plus d'informations en page 3 du livre de rencontre. Je vous en dis un minimum parce que je ne veux surtout pas vous spoiler. Évidemment, si malheureusement pour moi, je n'ai pas réussi mon exploration, je ne conserve pas la carte grotte et je n'en tire aucun bénéfice. Sachez que pour l'ensemble des actions restantes, à chaque fois que vous voudrez réaliser une action, il vous faudra au minimum un villageois en zone disponible, et pour réaliser l'action ciblée, le déplacer en zone de repos. Donc justement, comme deuxième action, j'aimerais vous expliquer ici l'action de construction qui nécessite un villageois avec un marteau, et ça tombe bien, c'est le villageois qui me reste dans mon exemple. Donc je vais placer comme ça le villageois en zone de repos, et je vais pouvoir donc construire. Alors je vais pouvoir construire quoi? Eh bien je vais pouvoir construire les cartes qui sont là, dont vous apercevez le bout. Donc soit des maisons standards, des maisons avec clé, au-dessus vous avez les maisons avec étoiles, soit des avant-postes. Si je choisis toutes les maisons de surface, donc maison avec clé, maison avec étoile, j'en paye le coût en haut à gauche, donc évidemment avec l'argent que j'ai, et je la prends et je la mets à côté de la première de départ, et j'enchaîne comme ça. Si maintenant je veux construire un avant-poste, oui bien sûr c'est pareil, je vais devoir en payer le coût ici en haut à gauche, mais ça va nécessiter pour chaque avant-poste que je veux construire d'avoir une carte grotte d'une exploration qui a été un succès ici. Et à ce moment-là, quand je paye la carte, je recouvre ma carte grotte. Donc là, par exemple, à partir de maintenant, tant que je n'ai pas de nouveau exploré, je ne pourrai pas construire de nouvelles avant-postes. Dans tous les cas, quand je prends une carte dans une de ces deux rangées, je la remplace. Quand je prends une carte dans les rangées maison avec clé ou au-dessus avec étoile, eh bien, elles sont limitées à celles qui sont présentes et elles ne sont pas remplacées. Sur certaines cartes que vous allez obtenir, il y aura des marchandises comme ça indiquées dessus. Si vous avez une marchandise avec un nombre de points, eh bien vous allez prendre ce nombre de marchandises et le mettre sur cette carte. Si vous avez une marchandise avec une flèche de ce type-là, vous allez mettre seulement une marchandise sur la carte. Dans les deux cas, ces marchandises qui seront sur vos cartes pourront être récoltées. Quand vous allez récolter des marchandises sur une carte avec des points, eh bien elles vont au fur et à mesure aller dans votre réserve personnelle, et quand il n'y en aura plus, eh bien il n'y en aura plus. Quand vous allez récolter des marchandises sur une carte avec une flèche comme ça, eh bien vous allez récolter la marchandise, et au prochain tour, une nouvelle marchandise du même type, bien entendu, viendra se repositionner dessus. Voilà la différence entre les deux symboles, et voilà donc les marchandises que vous pouvez avoir sur les cartes. Il y aura tous les types de marchandises qui existent possibles sur les cartes, bien entendu, et ça va m'amener à vous expliquer la troisième action possible, c'est-à-dire récolter. L'action récoltée, donc, eh bien, c'est le panier que vous voyez là, et pour l'action récoltée, pour chaque villageois que vous allez passer comme cela en zone de repos, eh bien, vous allez pouvoir récolter une ressource des cartes que vous possédez déjà, donc des maisons et des avant-postes. Donc là, dans ce cas de figure, je pourrais en récolter 3 par exemple. Alors, les ressources que vous récoltez, il y a 3 manières de voir les choses. Soit vous prenez la ressource et vous la mettez dans votre réserve, ça c'est la manière la plus simple et la plus classique. Soit vous prenez votre ressource et vous la placez sur la piste de progression dans la case la plus à gauche qui reste disponible. Ça, j'y reviendrai plus tard. Soit vous prenez la ressource et vous la mettez ici sur la case vente, et ça aussi, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, ça se résume à une prise de ressources par villageois pour cette action que vous placez à l'un de ces 3 emplacements. La quatrième action, eh bien, c'est celle-ci, l'action instruire, qui nécessite un villageois avec une plume. Vous passez donc ce villageois avec plume dans la zone de repos, et cela va vous permettre d'aller sélectionner ici un des villageois disponibles pour l'instruire, et donc en quelque sorte le recruter également. Donc le coût est indiqué ici, donc vous avez bien entendu devoir payer ce coût pour prendre le villageois en question.
Et donc, le villageois instruit, de cette manière-là, quand vous avez payé le coup, va venir également se rajouter à votre zone de repos. Et surtout, vous laissez ici l'emplacement vide et vous ne décalez rien. Tout cela se fera à la fin du tour. La cinquième action que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est de travailler. Et donc, vous allez pouvoir mettre autant de villageois que vous voulez de votre zone disponible en zone repos pour acquérir une pièce par villageois ainsi mis au repos. Si vous êtes le premier dans le tour à faire cette action, vous allez récupérer ce jeton cidre qui ne sera pas remplacé tant que le tour ne sera pas terminé. Et si malheureusement vous n'êtes pas le premier, vous aurez simplement les pièces de cette action. À votre tour de jeu, en plus des actions que je viens de vous expliquer, vous pouvez réaliser des actions gratuites. Elles sont non limitées, mais attention, elles doivent être réalisées avant votre action normale. Parmi les actions gratuites que vous pouvez réaliser, eh bien, vous pouvez acheter à un autre joueur, soit une marchandise, du cidre ou une potion. En effet, je vous ai montré que pour l'action de récolte, vous pouviez mettre une marchandise ici. De la même manière, quand vous gagnez un cidre ou une potion, vous pouvez le mettre ici, le cidre ou la potion en question. Dans tous les cas, il ne peut y avoir qu'une seule chose ici entre cidre, potion ou une marchandise. Et donc la marchandise que vous avez là, les autres joueurs peuvent vous l'acheter. Le prix d'achat est de 3 pièces minimum, c'est ce qui est indiqué ici en dessous. Mais la négociation est possible et par contre la négociation doit être en pièces uniquement. On ne peut pas négocier autre chose et le vendeur peut refuser quelle que soit la raison ou même sans raison. Par contre, si un accord est trouvé, eh bien l'acheteur paye au vendeur les pièces en question et récupère la marchandise qu'il a acheté, qu'il pourra soit mettre en réserve ou soit mettre ici, comme j'y reviendrai encore après. Et vous l'avez compris, l'autre action gratuite que vous pouvez faire, c'est de mettre en vente quelque chose ou d'échanger l'objet qui est en vente ou la marchandise qui est en vente avec un autre. Par exemple, je ne désire plus vendre ce poisson et je veux vendre ma potion. Ça, c'est une action gratuite que je peux faire où je n'avais absolument rien ici et je décide d'aller mettre mon cidre à la vente. Donc voilà, c'est marchandises, cidre ou potion, un seul objet à la fois. Vous pouvez donc, comme action gratuite, changer ou mettre un objet à la vente. L'autre action gratuite que vous pouvez faire, ça va être de renouveler les bâtiments. Alors quand je dis gratuite, c'est presque exact, donc c'est une action en plus de vos actions normales et elle doit toujours se faire avant une action normale, mais c'est pas tout à fait gratuit parce que ça vous coûte une pièce. Pour une pièce, vous allez pouvoir choisir soit les 4 maisons standards ou soit les 4 avant-postes et les prendre, les remettre en dessous de leur paquet pour en révéler 4 nouveaux. Donc par exemple, je peux choisir de faire comme ceci, voilà, et je remets 4 nouveaux. Alors ça ne marche que pour les maisons standards et les avant-postes. De toute façon, il n'y a que ces deux catégories-là qui ont une pioche. Les maisons avec clé et les maisons avec étoile n'ont pas de pioche, donc on ne peut pas de toute façon les renouveler. Rappelez-vous, quand on prend des maisons avec clé ou des maisons avec étoile, eh bien, elles disparaissent à jamais et elles ne sont pas renouvelées. Cette action-là, de renouveler les bâtiments pour une pièce, elle a beau être gratuite ou presque, vous ne pouvez la faire qu'une fois par tour au maximum. Dans Above and Below, les actions se font les unes après les autres en sens horaire. Donc toutes les actions que je viens de vous expliquer, eh bien si je choisis de faire une action de récolte, je la fais, puis ça passe au joueur suivant en sens horaire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à moi. Là, je peux réaliser une nouvelle action, comme construire par exemple, ça passe au joueur suivant, etc., puis ça revient à moi. Au bout d'un moment, les joueurs ne pourront plus ou ne voudront plus réaliser d'action, ils pourront choisir de passer. Quand un joueur passe, il ne peut plus réaliser aucune action d'aucune sorte lors de cette manche. Par contre, tout joueur qui passe peut tout de même réaliser des actions gratuites juste avant de passer, comme je viens de vous expliquer. Je vais maintenant vous reparler de la piste de progression qui est ici. Eh bien, c'est une action, la piste de progression, que vous allez pouvoir faire à
tout moment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir placer des marchandises sur cette piste absolument à tout moment. Vous allez devoir le faire de gauche à droite, comme je vous avais déjà indiqué, c'est-à-dire que là, si je place encore une marchandise, il faudra que je la place ici, bien entendu, et ainsi de suite. Et il y a plusieurs restrictions quant à la pose. D'abord, il ne peut y avoir qu'un seul type de marchandise par case. Donc par exemple, je n'ai absolument pas le droit de faire ça, car c'est le même type de marchandise. Il ne peut y avoir un seul type de marchandise par case. Mais vous pouvez avoir plusieurs marchandises du même type sur la même case. Donc par contre, ceci, de remettre un poisson par-dessus, là, eh bien j'ai le droit de le faire. Il y a 8 types de marchandises dans le jeu, et leur rareté est indiquée ici sur le plateau de progression. Ça, c'est le moins rare, et ça, on va jusqu'au plus rare comme cela. Donc ça vous permet de vous repérer. En effet, une fois qu'une marchandise, ou plusieurs d'ailleurs, sont placées ici, eh bien elles ne peuvent plus jamais être ni enlevées ni déplacées, elles y sont définitivement. Et à quoi ça sert de placer des marchandises sur la piste de progression? Eh bien c'est très simple, ça sert à deux choses. D'abord, ceci, c'est votre revenu de fin de tour au début de la partie, c'est-à-dire qu'à chaque fin de tour, vous allez avoir 4 pièces de revenus. Dès que vous commencez à placer des marchandises, votre revenu augmente, c'est-à-dire que là, si j'en étais ici, j'aurais 5 pièces à la fin du tour, là j'en suis là, j'aurai 6 pièces à la fin du tour. Ce n'est nullement cumulatif, c'est la case occupée la plus à droite de la piste de progression qui vous indique quel sera votre revenu à la fin du tour. Donc déjà, ça a cette utilité-là. La deuxième chose, c'est que vous avez un chiffre également à gauche, et ça, c'est des points de victoire en fin de partie qui seront multipliés par le nombre de jetons posés sur la case. Donc là, par exemple, j'ai un jeton x1 et 2 jetons x1, j'ai donc 3 points de victoire déjà pour moi à la fin de la partie. Donc vous comprenez bien que si j'étais arrivé à remplir toutes les cases et à poser mes 2 poissons en dernier, mes 2 poissons auraient valu 2 x 6, 12 points. D'où l'importance aussi de regarder la rareté des choses et l'importance dans l'ordre dans lequel vous allez poser vos marchandises ici, sachant qu'une fois qu'elles sont là, elles ne peuvent plus être ni enlevées ni déplacées. J'aimerais enfin vous parler de la piste de réputation, qui est cette piste-ci sur lesquelles les joueurs démarrent sur ce symbole torche. Et bien en effet, à chaque fois que vous allez voir des symboles torche dans le jeu, eh bien ils vont vous faire avancer de 1 sur la piste réputation, ou s'il y a un moins devant le symbole torche, reculer de 1. Donc quand vous avancez, eh bien vous descendez comme cela, et si vous devez reculer, vous remontez. Vous voyez que là, les chiffres sont de plus en plus gros, et que là, on arrive à des chiffres négatifs. Donc perte de réputation, par exemple pour le gris, il va là, gain de réputation pour le bleu, pourquoi pas, il va là, etc. Donc en fonction de vos choix lors de vos explorations, qui auront des répercussions sur votre réputation, vous pouvez vous retrouver à avancer ou à reculer sur cette piste de réputation, ou effectivement vous allez pouvoir aussi avoir des avant-postes qui vont pouvoir augmenter votre réputation. Ça sera à peu près les deux manières de monter ou de descendre sur cette piste de réputation. Quand vous arrivez en fin de manche, eh bien tout simplement, au niveau du plateau de réputation que voilà, vous allez avancer le marqueur manche sur l'emplacement suivant, ici en numéro 2. Je vous l'ai dit, il y a 7 tours en tout à jouer. Vous allez également replacer un jeton cidre ici si besoin, s'il a été pris par un des joueurs. Vous allez aussi faire glisser les villageois également si besoin vers la gauche pour qu'ils deviennent moins chers et remplacer autant de villageois que nécessaire pour que toutes les cases soient bien remplies. Concernant le plateau joueur, il y aura également pas mal de choses à faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est soigner vos blessés. Et vous pouvez le faire avec une potion. Si vous dépensez une potion, vous pouvez prendre un villageois blessé et le mettre en zone de repos. Les villageois qui sont eux en zone de repos, vous pouvez payer un cidre pour faire passer un villageois de la zone de repos à la zone disponible. Mais vous pouvez très bien faire ces deux actions dans la foulée sur le même villageois. Donc si je suis là, je peux faire une potion, puis un cidre, pour arriver jusqu'ici, au niveau de mes dépenses. Une fois que j'ai choisi de mettre des blessés au repos ou des personnes au repos en disponible avec des potions ou des cidres, ou même les deux donc, sur la même pourquoi pas, eh bien je vais pouvoir déplacer chaque villageois qui est au repos en zone disponible en fonction du nombre de lits que je possède. Donc en début de partie, on a 3 lits de base, et on a 3 villageois, donc ça tombe plutôt bien.
Mais sinon, on va pouvoir déplacer autant de villageois que ce qu'on a de lits et pas plus. Donc, c'est une zone vers la gauche pour chaque villageois. Par exemple, si je suis comme ça au départ, j'ai 4 villageois, j'ai 4 lits. Une zone vers la gauche pour chaque, puisque ça correspond, ça donnerait ceci, et là j'aurais terminé. Voilà aussi l'intérêt des éventuelles potions et des éventuels cidres. Et bien entendu, si j'avais été comme ceci, ça aurait été pire, puisque j'aurais pu faire par exemple 1, 2, et mon troisième déplacement pour mon troisième lit, ça aurait été un des deux, donc celui-là je le prends soit celui-là en disponible, ou soit je mets celle-là au repos pour espérer qu'elle soit disponible au tour d'après. Donc vous l'avez compris, il faut essayer d'avoir suffisamment de lits. Attention, les lits, c'est un lit par villageois. C'est-à-dire que si je suis dans ce cas de figure, je ne peux pas faire un lit, et puis il m'en reste un quatrième, là voilà de nouveau ici. Non, c'est un lit par villageois maximum dans tous les cas. Encore une fois, d'où l'intérêt des cidres et des potions. Ensuite, il va falloir collecter vos revenus, donc vous regardez celui qui est le plus à droite, ici 6 par exemple, et vous gagnez 6 pièces pour cette fin de tour. Il peut y avoir quelques modificateurs de revenus, comme sur ce type de carte, qui vous donne plus 1 en revenus, donc il faut penser à l'additionner au chiffre ici, pour prendre votre revenu. Ensuite, vous allez pouvoir éventuellement renouveler les marchandises de celles qui ont des flèches comme là, et s'il n'y en a plus, parce que s'il y en a une dessus, vous ne touchez à rien, et en remettre une, de type identique bien entendu, pour celles qui avaient des points, si elles sont vides, malheureusement, c'est fichu, il n'y en aura plus d'autres. Il reste au joueur qui a ce marqueur premier joueur à le faire passer à son voisin de gauche et vous êtes alors prêt à démarrer une nouvelle manche. Évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer concernant l'ensemble du plateau joueur, eh bien, c'est-à-dire revenus, déplacement des villageois, arrivée de nouvelles marchandises, tout cela, vous ne le faites pas si vous êtes en fin de manche 7 et vous passez directement en fin de partie. Une fois que 7 manches ont été jouées dans la partie et que l'ensemble des joueurs a passé lors de la 7e manche, eh bien on arrive en fin de partie et donc il faut compter les scores. Alors les différentes choses que vous allez compter pour connaître votre score, eh bien vous avez d'abord la piste de progression qui est là, je vous l'avais déjà expliqué tout à l'heure. Donc vous allez multiplier le chiffre de gauche ici par le nombre d'objets en dessous, donc là ça ferait 1 point. Là, il y en a 2, donc ça ferait 2, 3 points. Là, il y en a encore 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a encore 2, 6 points de plus qui passent à 13. Et là, il y en a 3, 12 plus 13, 25 points par exemple sur la piste de progression pour ce joueur. Ensuite, vous allez compter 1 point par construction, que ce soit maison ou avant-poste. Et attention, vous ne comptez surtout pas de points pour les grottes qui n'ont pas été recouvertes par des avant-postes. Donc dans ce cas de figure, ça ferait 4 points, qui ferait passer à 29 points, ne pas compter les grottes. Vous avez ensuite les bonus de points qui sont sur les cartes, et qui sont indiqués de ce type-là. Donc là, par exemple, on a 2 points de plus grâce à cet avant-poste. Et vous avez surtout toutes les maisons avec ces symboles-là en étoile, parce qu'ils vous rapportent des points fixes et des points variables. Donc là, ça serait 3 points plus 1 point pour chaque type de ressources, c'est pas des lots. Là, c'est 4 points plus 2 points pour chaque type de ressources, et ainsi de suite. Là, c'est des points pour les avant-postes, des points pour les maisons. Là, c'est ce type de ressources, des points pour les villageois. Donc, tous ces points-là, sur ces cartes-là, il faut surtout pas oublier de les compter. Vous l'avez compris, les marchandises restantes comme ça sur les bâtiments par exemple ne comptent pas, et la position des villageois sur votre plateau est sans importance. Donc pour exagérer le trait, eh bien s'ils sont comme ça ou peu importe à la fin de la partie, ce n'est pas gênant. Il vous restera à rajouter à tout cela vos points de réputation. En effet, il y a un classement sur la piste réputation. Le premier sur cette piste gagnera 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 2 points. Attention, c'est indiqué ici, il y a une petite exception. Si vous ne jouez qu'à 2 joueurs, le premier gagnera 3 points et le deuxième ne gagnera rien. Donc en termes de position, si 2 joueurs sont à égalité pour une place, comme là les 2 joueurs ici pour la première place, eh bien vous additionnez les points des places, 5 et 3, 8,
8, vous divisez par 2, ça fait 4 points chacun. Si jamais ça ne tombe pas juste, rassurez-vous, c'est arrondi au supérieur. Ensuite, vous allez avoir les points qui sont directement marqués sur la piste. Là, par exemple, les deux joueurs gagneraient 3 points, celui-ci ici gagnerait 1 point, et celui-là, le joueur marron, perdrait 1 point en termes d'ajustement sur la piste réputation. Voilà, une fois que vous avez fait tout cela, eh bien, vous n'avez plus qu'à déclarer le vainqueur, celui qui a le plus de points, bien entendu. En cas d'égalité, eh bien, ça sera celui qui a le plus d'argent dans sa réserve. Enfin, ça sera, si l'égalité persiste entre les joueurs à égalité, eh bien, celui qui a le plus de villageois. Et en cas d'égalité toujours qui persisterait entre les joueurs à égalité, eh bien, celui qui aurait le plus de bâtiments de tout type, hein, avant-poste ou bâtiment. Les cartes grottes ne comptent toujours pas. Et là, normalement, vous devriez, dans tous les cas, avoir un vainqueur. Sachez que dans les règles du jeu, vous avez un très bon guide des différents symboles du jeu qui vous explique tout ça, ainsi qu'un guide du tour de jeu, voilà, qui sont sur la fin du manuel, qui pourront vous aider en cours de partie si vous n'avez pas retenu tout ce que je vous ai dit dans cette règle. Voilà pour ce très bon Above and Below. Alors, les points forts du jeu, eh bien, ce sont ses illustrations, son univers, le livre de rencontre également, qui contribue à vous plonger dans un monde bien à part à chaque partie. La mécanique en elle-même, elle est originale, elle sert bien le thème. On vit l'aventure avec nos villageois, on développe notre village, on commerce avec nos voisins, et bien sûr, on explore les cavernes sous terre. Le système de jeu est relativement simple et vite assimilé, et vous permet de profiter pleinement de tout ce que le jeu a à offrir. Donc je n'en pense que du bien et je vous invite à le tester pour plonger, on va dire, dans cette aventure ludique. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à cliquer en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.